Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. À Addis Abeba, dans le cadre de la 19e AG de l'Organisation des Premières Dames contre le VIH-Sida, Dominique Ouattara est intervenu sur le thème « Quel est le rôle des Premières Dames africaines dans la facilitation des investissements dans la santé des secteurs privés ?» Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale vient de livrer les centres de santé universitaires abritant la couverture maladie universelle des campus de la cité forestière et du campus des universités Alassane Ouattara de Bouaké et Peleforogon Coulibaly de Korogo. 5 jours après le décès de Simone Veil, une cérémonie d'obsèques officielle présidée par Emmanuel Macron s'est tenue ce mercredi aux Invalides à Paris. Un dernier hommage à l'ancienne ministre à l'origine de la première loi autorisant l'avortement des femmes en France. Rendons-nous tout de suite à Addis Abeba. En marge du 29e sommet de l'Union africaine, Dominique Ouattara a pris part lundi et mardi à la 19e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. La Première Dame a, à cette occasion, fait un plaidoyer pour une plus grande implication des Premières Dames africaines dans la facilitation des investissements des secteurs privés dans le financement de la santé. Awa Touré, notre envoyé spécial en Éthiopie. Les épouses des chefs d'État, comme il est de tradition, se sont retrouvées en marge du 29e sommet de l'Union africaine pour la 19e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPDAS. Pendant 48 heures, les Premières Dames d'Afrique ont mené la réflexion autour du thème « S'appuyer sur 15 ans d'engagement pour exploiter le dividende démographique de l'Afrique en faisant la promotion des besoins des adolescents et de leur accès à des services de santé adaptés aux jeunes ». Les Premières Dames d'Afrique ont ainsi planché sur la problématique de l'accès des adolescents à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que leur implication dans la facilitation des investissements du secteur privé dans le domaine de la santé. Sur ce dernier point, Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, a fait une importante communication. Pour elle, il s'agit de faire la promotion des investissements privés et d'aboutir à la mise en place de politiques et de stratégies basées sur un partenariat public-privé en vue de lutter efficacement contre le VIH-Sida. Nos pays respectifs consentent depuis plusieurs années de nombreux efforts en faveur de la santé des populations et particulièrement en ce qui concerne l'élimination du VIH-Sida. Pour sa part, l'ONU-SIDA a lancé l'objectif 90-90-90 pour l'éradication du VIH-Sida d'ici à 2020. Toutefois, cette problématique du VIH-Sida dans nos pays est si complexe qu'il est impératif de rechercher de nouvelles ressources pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, notre rôle en tant que Première Dame est de conduire des plaidoyers pour contribuer à la mobilisation de ressources financières et humaines, tant au niveau national qu'international, afin d'appuyer nos gouvernements. De cette façon, ces plaidoyers auprès de partenaires privés permettront de mieux équiper nos hôpitaux et centres de santé en matériel moderne et adéquat. Mes chères sœurs, outre l'augmentation des ressources matérielles et financières, notre plaidoyer porte également sur le renforcement des capacités de nos ressources humaines. En effet, si nous voulons continuer à obtenir de bons résultats en matière de lutte contre le VIH-Sida, il est primordial que toutes les ressources humaines impliquées dans le processus d'élimination de ce fléau, c'est-à-dire notre personnel médical et enseignant et nos leaders communautaires et religieux, bénéficient de formations régulières pour une prise en charge adéquate des populations en termes de prévention et d'équipement. La Première Dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, a plaidé par ailleurs pour un traitement adapté aux enfants. Il m'apparaît inadmissible que de nos jours, nos enfants soient traités avec des médicaments normalement destinés aux adultes. C'est pourquoi j'invite sans cesse
les firmes pharmaceutiques et nos généreux partenaires à renforcer la mise à disposition d'antirétroviraux spécifiquement dans leur forme pédiatrique pour une meilleure prise en charge de nos enfants. La première dame du Tchad, Inda Déby, qui présidait cette plénière, a réaffirmé l'engagement des épouses des chefs d'État à tirer le meilleur profit du dividende démographique. Notons que la première dame d'Éthiopie, Mme Roman Tesfaye, a été élue pour un mandat de 2 ans à la tête de l'OPDAS. Les États-Unis d'Amérique ont célébré hier 4 juillet le 241e anniversaire de leur déclaration d'indépendance. À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé ici à Abidjan une réception à laquelle a pris part le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le chef de l'État. Étaient aussi conviés à cette fête plusieurs entreprises américaines, ressortissants américains, amis et partenaires des États-Unis. Notre reporter Herman Guivet y était aussi. Son compte rendu. Le 4 juillet 1776, le Second Congrès continental signe la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Un attachement à ces principes, réaffirmé au cours de cette réception par le chargé des affaires de l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire, occasion pour Andrew Haviland de confirmer le renforcement de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, certains membres du gouvernement ivoirien, amis et partenaires des États-Unis. Le peuple américain, à travers des actions concrètes sur le terrain, a partagé son expérience avec le peuple ivoirien. Sachez que nous nous tenons à vos côtés dans tous les défis auxquels vous ferez face dans la quête du bonheur du peuple ivoirien. Comme le dirait l'Ivoirien Lambda, on est ensemble. Un appui considérable des États-Unis d'Amérique, salué par le gouvernement ivoirien. Votre pays a pris une part prépondérante dans la normalisation de la situation politique et sécuritaire en Côte d'Ivoire. Les très sincères remerciements et la profonde gratitude du gouvernement ivoirien au gouvernement américain pour le précieux appui apporté à l'élection plébiscite de la Côte d'Ivoire en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. La Côte d'Ivoire et les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques depuis le 21 novembre 1961. Depuis, les relations entre les deux pays ont gagné en intensité. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Plus de 150 000 étudiants des grandes écoles et universités ivoiriennes seront soignés gratuitement pendant 6 mois. Les centres de santé universitaires abritant la couverture maladie universelle des campus 1 et 2 de la cité forestière et du campus des universités Alassane Ouattara de Bouaké, Peleforo Gonkoulibaly de Korogo ont été officiellement livrés par le ministre Jean-Claude Kouassi. Soro Corona, Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Justin Kwame, étudiant à l'université Peleforo Gonkoulibaly, est absent des cours depuis 2 jours pour cause de maladie. Grâce à la CMU, couverture maladie universelle, il pourra se soigner gratuitement, chose impossible jusqu'au mois de juin dernier. Nous sommes des étudiants, on n'a pas les moyens. Je pense que l'État, en tout cas, a bien fait de créer cette structure. Comme Justin, plus de 150 000 autres étudiants des grandes écoles et universités ivoiriennes vont se soigner gratuitement en 6 mois. La santé n'a pas de prix et donc voir qu'une telle démarche a été menée pour amener les camarades étudiants à pouvoir se soigner à moins de coûts, nous disons merci au président de la République, merci à son gouvernement parce que c'est un projet de taille d'envergure. Ces étudiants vont expérimenter la phase pilote de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, la CMU, un projet social cher au président de la République Alassane Ouattara. Les centres de santé universitaires abritant la couverture maladie universelle des campus 1, 2 de la cité forestière et du campus des universités Alassane Ouattara de Bouaké et Peleforo Gonkoulibaly de Korogo ont été livrés par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi.
Pour le ministre, la CEMU vient renforcer la protection sociale ivoirienne. Depuis le 25 avril 2017, la couverture maladie universelle est passée de l'étape de projet, dont certains, à un moment donné, ont pu douter, à l'étape expérimentale. La cotisation des étudiants, à raison de 1 000 francs CFA par étudiant et par mois, est à la charge de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 900 millions de francs CFA pour les 6 mois de la phase expérimentale. Cette phase expérimentale vise à identifier les obstacles et les procédures à améliorer avant le premier trimestre 2018, date de la généralisation de la couverture maladie universelle. C'est un soulagement pour les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la dengue, ces pensionnaires viennent de recevoir un don important en non-vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Le récit de Delphine Blas. Les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Bingerville soulagés, ils ont reçu des dons, valeur 7 500 000 francs CFA. C'est un partenaire du ministère de la Santé qui a offert donc aux pensionnaires des produits très efficaces dans la lutte contre le paludisme et la dengue. Pour les pensionnaires, le geste arrive à point nommé en cette saison des pluies, saison propice à certaines pathologies. Le ministère de la Santé qui a salué le geste a invité les responsables de l'hôpital psychiatrique de Bingerville à faire bon usage de ce don. Il faut signaler que l'hôpital psychiatrique de Bingerville a été construit en 1958. Il a officiellement ouvert ses portes en 1962 avec pour principale mission la prise en charge des pathologies mentales en assurant 5 000 consultations et 1 000 hospitalisations chaque année. Venons-en à présent à cette signature de convention entre le ministère de la Santé et le groupe suisse Roche Diabète Cœur. Une convention qui vise à appuyer la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le diabète. Chantal et Ouman Akandan. Ce partenariat paraphé entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le groupe suisse Roche Diabète Care s'inscrit dans le cadre de la prévention de la prise en charge du diabète en Côte d'Ivoire. Ce partenariat nous permet d'améliorer l'accessibilité des populations aux lecteurs et aux intrants à des prix très abordables à travers la nouvelle pharmacie de la santé publique. Pour le partenaire suisse, cette signature de convention d'une durée de 3 ans est un appui au gouvernement ivoirien pour le renforcement de la lutte contre le diabète. Cette convention est construite sur 2 axes forts. La formation des professionnels de santé, dans un premier temps, et la sensibilisation des patients. Vous pouvez compter sur nous pour jouer au mieux notre rôle dans la réalisation de votre projet « Ma santé, ma vie ». Le diabète est un réel problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, environ 500 000 personnes sont atteintes de cette pathologie. Cet appui de l'organisation suisse est salué par le programme de lutte contre les maladies métaboliques. C'est une convention qui va permettre de faire en sorte que 1 millier d'établissements sanitaires de premier contact soient pourvus en lecteurs de glycémie qui permettent en 5 secondes de faire le contrôle de la glycémie, de savoir si on est diabétique ou pas. Ces 3 ans de partenariat seront marqués par la formation de 1000 agents de santé spécialistes de diabète, ainsi que la mise à disposition d'un important lot de lecteurs de glycémie pour le dépistage. Voilà pour le chapitre santé de ce journal. Les résultats du BEPC session 2017 sont connus depuis hier. Au plan national, le taux de réussite est de 60,08% contre 59,11% l'année dernière. La draine de Bundiali est sacrée meilleure draine cette année pour avoir obtenu le meilleur taux de réussite, soit 81,20%. Les résultats ont été proclamés hier matin par la ministre de l'Éducation nationale, Candia Camara, depuis Korogo. Constat donc de cette proclamation à Daloa avec notre correspondant Konaté Ngana. Présent 768 candidats, admis 589. Explosion de joie caractérisée par des cris,
accolade d'une part, et d'autre part, des larmes de tristesse accompagnées parfois de pleurs, visage pâle affichant le découragement. Telle est l'atmosphère qui a prévalu dans les différents centres d'examen à Daloa, particulièrement celui du lycée moderne Khalil à l'occasion de la proclamation des résultats. Dès qu'ils ont entendu leur numéro de table suivi de leur nom et prénom, les candidats ont laissé éclater leur joie en courant dans tous les sens. Ma troisième fois maintenant que je passe le PPC, ça ne marchait pas. Cette année j'ai eu, je remercie le bon Dieu. J'ai eu aussi très heureux, ici les bons résultats. Quant aux candidats malheureux, ils étaient gagnés par la tristesse, le découragement et étaient inconsolables. C'est vrai, si tout ce que Dieu fait est bon, mais je ne me décourage jamais. Ça va aller, l'année prochaine ça va aller. Au lycée moderne Khalil, sur 768 candidats, 589 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 76%. Les candidats disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. C'était un reportage de Konaté Ngana qui nous faisait donc revivre la proclamation des résultats à Daloa. L'IPS Ségrae a procédé récemment à une remise de chèques à plusieurs veuves de fonctionnaires et agents de l'État décédés en activité. À travers cette action, les responsables de l'institution veulent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des veuves. C'est un montant de 600 millions de francs CFA qui a ainsi été réparti entre ces veuves. Les précisions de Grace Kando. Une cérémonie empreinte d'émotion. 266 veuves de fonctionnaires et agents de l'État reçoivent leur chèque de capital décès et de la pension de réversion d'un coût total de 600 millions de francs CFA. L'IPS Ségrae répond ainsi aux besoins des veuves et dissipe toute appréhension sur l'existence de leurs droits. Je dis merci au président de la République de nous avoir honorés. Je dis merci encore au ministre Jean-Claude Kouassi. Vraiment, c'est dur. La vie des veuves, tu es en même temps le papa et en même temps la maman. Ce grand jour me donne la chair de poule. Le chèque que j'ai reçu ce matin, je vais faire du commerce avec ce chèque-là pour pouvoir aider mes enfants. L'initiative est saluée par la plateforme des professionnels du secteur public en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à la Ségrae qui est en train de mettre en œuvre les réformes qui ont été actées après les grèves. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Le directeur général de l'IPS Ségrae s'est dit satisfait de l'élan social impulsé par le conseil d'administration dès la création de l'institution. Chères mères, chères sœurs, l'IPS Ségrae sera toujours à vos côtés, prête à vous accompagner pour une meilleure connaissance et reconnaissance de vos droits et vous permettre ainsi de mieux vous protéger contre certaines pratiques regrettables de nos traditions et coutumes. La protection et le respect de la veuve, eu égard à son rôle en tant que socle de la famille, est une valeur cardinale que nous devons davantage enraciner. Pour mieux défendre leurs intérêts, les veuves de fonctionnaires et agents de l'État se sont constituées en association dont le bureau a été présenté. La RDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, entend renforcer les capacités des cadres territoriaux dans le but de mobiliser des fonds pour développer les régions dont ils ont la charge. C'est là un des points essentiels de la rencontre des membres de la RDCI qui s'est tenue récemment. Les détails avec Davis Oyo et Mamadou Kouassi. Les subventions accordées par l'État de Côte d'Ivoire aux collectivités s'avèrent insuffisantes pour faire face aux besoins des populations. Une subvention qui oscille entre 2 et 4% du budget national, contre 20% tel que recommandé par l'UEMOA, l'espace communautaire. Pour une véritable prise en compte des préoccupations de leurs administrés, les conseils régionaux et districts de Côte d'Ivoire se tournent vers la mobilisation de ressources additionnelles, une stratégie axée sur la mise en place de projets communautaires. Des projets qui pourraient bénéficier de financement auprès de plusieurs institutions internationales. Mais comment rédiger son projet afin d'être financé?
Cette préoccupation est au centre d'une rencontre de 3 jours dans les locaux de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. C'est la continuité du renforcement des capacités à pouvoir monter des projets, je dirais, bancables. Parce que les guichets existent, mais malheureusement, par manque de formation, les gens, nos collaborateurs n'arrivent pas à monter des projets qui peuvent être retenus pour être financés. Une rencontre qui bénéficie de l'appui de l'UEMOA, déjà engagé aux côtés du CCT, Conseil des collectivités territoriales, pour une meilleure prise en compte des besoins des élus locaux. Ces collectivités territoriales, pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle, doivent bénéficier de financements adéquats et conséquents. Et c'est pour cela que l'UEMOA a appuyé les pays par la création du Conseil de collectivités territoriales, cela depuis 2011. Et depuis 2014, l'UEMOA appuie effectivement les collectivités territoriales à travers le Conseil des collectivités territoriales par la mise en place donc, de subventions. Au cours de ces 3 jours de formation, plusieurs modules sont mis en avant, dont celui des opportunités de financement des collectivités françaises. Une 64 territoriaux prend part à cette session de formation. Le Conseil régional du Poro, lui, poursuit ses actions en faveur du développement et du progrès des populations. Entre 2014 et 2016, plus de 5 milliards ont été investis dans plusieurs localités de la région. Cette année, le Conseil régional du Poro a construit un pont et une école, 2 ouvrages livrés récemment aux populations. Eugène Atoubé. Des routes, des ponts, des villages électrifiés, des centres de santé et surtout des collèges et des écoles primaires. Des projets réalisés et mis à la disposition des populations par le Conseil régional du Poro au cours de l'exercice 2016. Coût des investissements, 1,7 milliard de francs CFA. Entre 2013 et 2016, ce sont au total 4,5 milliards de francs CFA que la structure a investi sous l'impulsion du président Timoko Yadé pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Ces réalisations ont été présentées lors de la première session du Conseil régional de l'année. Le budget 2017 porte la marque de ses ambitions. 550 millions de francs CFA pour l'éducation, 200 millions pour la santé, également 200 pour les infrastructures et 100 millions pour l'électrification rurale. Mais les défis restent encore nombreux. Franchement, nous sommes satisfaits par rapport au conseil régional qui nous a donné 4 bâtiments de classe au niveau de l'établissement. Mais nous avons encore des ententes données à ce qui concerne la clôture de l'école. On a eu le pont, franchement on est très content. Mais après le pont, il y a encore autre problème. Il y a une seule pompe dans le village, alors que le village c'est vraiment grand. Malgré la faiblesse des ressources allouées par l'État, le Conseil régional du Poro veut maintenir le cap. C'est pourquoi la structure cherche à élargir ses ressources financières propres en envisageant l'institution de partenariat. Le préfet de région de Lagné-Bitiassa et du département d'Agboville vient d'effectuer une tournée d'échange avec ses administrés. Une tournée au cours de laquelle il a souhaité la mise en place d'une plateforme d'échange qui permettra le développement socio-économique de la région tout en évitant les conflits de personnes. Le reportage est signé Teresta Peyoboué. La vente illicite des terres cultivables, la contestation de l'autorité des chefs de village sont souvent source de conflits dans la région de Lagné-Bitiassa. C'est pour éclairer les populations sur ces sujets que le préfet du département d'Agboville a effectué récemment une tournée dans plusieurs cantons de la région. Grand Yapo, chef-lieu du canton Tchofo, a constitué la dernière étape de cette visite d'échange avec les populations. Le préfet Kanadien Nantiori Touré a décidé de la mise en place d'une plateforme d'échange dont l'objectif est de trouver des solutions à tout ce qui pourrait fragiliser la cohésion sociale. Nous sommes là pour le bien-être des populations et vous savez que cela correspond simplement à l'objectif majeur que le président Alassane Ouattara a fixé pour la Côte d'Ivoire, à savoir la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il a conseillé les populations de faire délimiter leurs parcelles pour avoir des titres fonciers. Il leur a demandé également d'éviter la destitution des chefs de village de manière anarchique, toutes choses qui mettent à mal la cohésion dans les localités. D'autres sujets ont été abordés au cours de ces échanges. Le manque d'eau, d'électricité, l'érection de Grand Yapo, localité de 12 000 âmes en sous-préfecture. L'administrateur a dû prendre bonne note de toutes ces doléances. À la fin de cette rencontre,
Le préfet Touré a été fait chef. Il porte le nom de Nana Edi, canton 2. Nous sommes à J-16 des Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Et pour le succès de ce rendez-vous sportif et culturel, Begré Mombé poursuit la mobilisation. Le ministre auprès du président de la République chargé de ces Jeux a rencontré hier les maires des différentes communes du district d'Abidjan, des élus locaux qui devront s'approprier ces 8e Jeux de la francophonie. Le témoignage de Issa Chonayeo. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie poursuit ses consultations pour une mobilisation autour de ces Jeux. Une rencontre entre Robert Begré Mombé et les maires des 13 communes du district d'Abidjan. Le but, inviter ces collectivités à s'approprier l'événement. Je remercie les maires d'Abidjan qui étaient tous là et l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire qui viennent de tenir leur assemblée générale. Et à l'occasion, ils ont aussi manifesté leur désir de soutenir les Jeux de la francophonie. Cela nous réconforte et nous encourage parce que c'est le signe que la Côte d'Ivoire est mobilisée pour que ces Jeux soient un succès. Les maires sont déjà pleinement impliqués. Nous allons donc avoir des Jeux hautement populaires. Moi, je me réjouis particulièrement en tout cas de ces mobilisations sociales qui sont en train de se mettre en place et qui vont permettre d'avoir des Jeux populaires. Les élus locaux s'engagent à jouer leur partition. Les Jeux de la francophonie sont là. Un grand moment pour la Côte d'Ivoire, pour montrer le rayonnement de notre pays et surtout de notre ville, de la grande ville d'Abidjan. Et les maires, très tôt, se sont mobilisés autour du gouverneur pour en faire un grand succès. Nous avons reçu les dernières instructions, les dernières informations du gouverneur, les dispositions à prendre pour que ces Jeux réussissent. Donc nous repartons dans nos différentes communes pour mobiliser nos bases, pour permettre aux populations de se mobiliser autour de ce jeu. Le ministre Robert Begré Mombé envisage de donner des moyens financiers et matériels conséquents aux maires des différentes communes du district d'Abidjan afin de mobiliser leur population pour le succès des Jeux. Remontons un petit peu dans le temps pour parler traite négrière. La traite négrière qui a donc bien existé en Côte d'Ivoire. Des sites et vestiges en ruine sont même encore là pour l'attester. Les chercheurs ont mené des études pour les identifier tous afin d'œuvrer à la restitution de cette page de l'histoire de l'Afrique. Ce sont des actions qui s'inscrivent dans le cadre du projet La Route de l'Esclave, un projet soutenu par l'UNESCO et qui sera présenté demain jeudi à Tiasalé par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Serge Coléa. C'est désormais une certitude après des études menées des années durant. Le territoire de la Côte d'Ivoire fait partie des zones qui ont servi de cadre à la traite négrière. Les villages de Kangon-Yanzé à Tiasalé et de Laoubanda à Grand Laou en ont donné la preuve aux chercheurs. On note que sur la côte de notre pays, près de 25% des esclaves partis outre-Atlantique venaient de notre pays. On les retrouve aujourd'hui dans les Antilles, on les retrouve aujourd'hui au Mexique. Et aujourd'hui, plus de 300 Américains ont pu, à travers leurs tests ADN, démontrer qu'ils viennent de Côte d'Ivoire. Le jeudi 6 juillet, le ministre de la Culture et de la Francophonie va officiellement lancer le circuit du projet Route de l'Esclave à Tiasalé et à Grand Laou. Les lieux que nous avons déjà identifiés sont nombreux sur toute la côte. Mais nous lançons un premier programme pour nous inscrire déjà dans le programme de l'UNESCO afin d'avoir des soutiens scientifiques, matériels, humains pour continuer notre travail. Donc, l'inauguration de notre route démarre le jeudi avec comme invité d'honneur le président Nicéphore Soglo, avec comme invité spécial le français Ludiane Touran qui est un Guadeloupéen, footballeur mais aujourd'hui converti dans l'action citoyenne de défense de la conscience noire. Le projet Route de l'Esclave, soutenu dans les années 90 par les présidents Nelson Mandela d'Afrique du Sud et Nicéphore Soglo du Bénin, bénéficie de l'appui de l'UNESCO. Il s'agit pour les pays africains ayant connu cette page noire de l'histoire du continent de ne jamais oublier. Simone Veil était une figure de la vie politique française et européenne, une figure morale également. Elle sera inhumée ce 5 juillet après une cérémonie d'obsèques nationales aux Invalides. Emmanuel Macron, qui a présidé l'hommage en présence de la famille et des amis de Simone Veil, a annoncé que le couple Veil serait ultérieurement inhumé au Panthéon.
Et puis, on vient de l'apprendre, 3 ans de prison, environ 20 milliards de francs CFA d'amende et la confiscation des biens saisis. Voilà ce que requiert le ministère public dans le procès de Théodorin Obiang à Paris. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.